Alors bonjour, dans cette vidéo on va parler de la Troisième Guerre mondiale. Quand est-ce qu'elle aura lieu? Pour moi elle a déjà commencé. J'en ai parlé dans une vidéo que j'ai publiée sur YouTube en mars 2020 qui s'appelait La Troisième Guerre mondiale a commencé, et YouTube a censuré cette vidéo évidemment. Mais si vous voulez, vous pouvez la revoir sur investisseurpro.com. Et donc dans cette vidéo, j'expliquais que la Troisième Guerre mondiale avait commencé car c'était une guerre qui était menée par l'oligarchie mondiale contre les peuples. Et c'était une guerre totale, une guerre financière, une guerre de l'information, une guerre de la santé, une guerre économique, sociale, culturelle, technologique. Dans cette vidéo, on va voir que face à cette actualité et cette guerre, en fait, il y a 4 niveaux de conscience. Et on verra que le premier niveau de conscience, c'est celui dans lequel se réfugie la majorité des gens. Que le deuxième et troisième niveau sont des niveaux de conscience de croissance, mais aussi de souffrance. Et on verra le quatrième niveau de conscience qui permet de bien vivre tout en étant conscient de ce qui se passe. Maintenant, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on aura une guerre militaire finalement qui pourrait toucher l'Occident, entre l'Occident et l'Orient, donc entre l'OTAN, on va dire, et la Russie et la Chine. On verra donc pour quand et pour quel but. Alors, à quoi sert la guerre déjà? Parce que pourquoi il y a des guerres tout au long de l'histoire de l'humanité? Alors que finalement, les peuples, de manière générale, n'ont aucun intérêt de faire la guerre. Mais la réponse, elle est donnée très clairement dans le roman 1984 par George Orwell, où il indique bien que ce qui compte, ce n'est pas de savoir si la guerre est réelle ou non, et ni même si la victoire est possible. Il ne s'agit pas de gagner la guerre, mais de la prolonger indéfiniment. Pourquoi? Parce qu'une société hiérarchisée repose sur la pauvreté et l'ignorance. Le but de la guerre est de maintenir la société au bord de la famine. La guerre est menée par l'élite contre ses propres sujets. Son objectif n'est pas de vaincre, mais de garder sa structure sociale intacte. Donc quand on a compris ça, on a tout compris sur la guerre. Pourquoi il y avait des guerres en fait. Donc les guerres ne sont jamais voulues par les peuples. Il n'y a jamais un peuple qui se réveille en disant « Tiens, j'ai envie de faire la guerre à mon voisin ». Mais c'est l'oligarchie qui a toujours intérêt à faire des guerres. Pourquoi? Parce que comme expliqué par George Orwell, on est dans une structure pyramidale hiérarchique. Donc l'oligarchie qui se trouve en haut, le peuple qui se trouve en bas, et puis au milieu on a une classe moyenne. Voilà. Et l'objectif de l'oligarchie, évidemment, c'est non seulement de se maintenir au pouvoir, mais de renforcer son pouvoir sur le peuple. Et donc les guerres sont très utiles pour ça. Et quand je dis que les peuples ne veulent jamais la guerre, c'est vrai, mais en même temps, en fait, ce qui se passe, c'est que l'oligarchie utilise les médias, notamment, pour manipuler l'opinion. Et quand les médias ne suffisent pas, ils organisent ce qu'on appelle des attentats sous faux drapeau, comme le 11 septembre 2001, par exemple, où l'objectif, c'est finalement de créer un choc, comme avec le Covid, qui permet de mener la population vers la guerre. Mais si les gens réfléchissaient 2 minutes, les gens n'ont absolument rien à gagner de la guerre. Au contraire, ils perdent tout en général dans la guerre, tout ou partie. Et le mieux qu'ils puissent espérer d'une guerre, c'est de survivre. Parce que dans une guerre, le peuple paye le prix de tout, c'est-à-dire un prix économique, un prix financier et parfois même la vie pour ceux qui font la guerre militaire.
Si on peut résumer les deux guerres mondiales qui ont eu lieu au XXe siècle, la première a permis d'affaiblir l'Europe, et donc c'est un peu, c'est exactement ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'Ukraine. L'objectif est d'affaiblir l'Europe qui était la puissance dominante. Ça a permis aussi d'instaurer le communisme donc, en Russie. Et la Deuxième Guerre mondiale, ça a permis déjà d'anéantir l'Allemagne en fait. Allemagne dont le peuple est supérieur technologiquement. C'est-à-dire qu'en termes d'industrie, les Allemands, on peut le dire, sont supérieurs au reste du monde. Et donc représentent une menace notamment pour les États-Unis. Ça a permis la création de l'État d'Israël. Donc ça, je ne vais pas m'étendre là-dessus sur YouTube parce que... voilà. Et l'émergence évidemment des États-Unis comme la nouvelle puissance dominante mondiale. Et enfin, ça a permis également l'instauration du communisme en Chine. Alors la Troisième Guerre mondiale, qui a commencé il y a bien longtemps en réalité, on va le voir plus tard dans cette vidéo, elle va permettre la destruction à la fois des peuples et des nations et la mise en place d'un totalitarisme que moi j'appelle technologique, ce que l'oligarchie appelle un nouvel ordre mondial, New World Order, qui est un terme marketing pour désigner une forme de communisme 3.0. Pourquoi 2014-2035? Parce que 2014, ça a été le point de départ, on va voir, avec le renversement du gouvernement en Ukraine à l'époque. Et 2035, parce que, comme je l'ai prévu dans mes séminaires de prédiction, Investisseur Pro, que vous pouvez télécharger sur investisseurpro.com, où je fais des prédictions sur les 20 prochaines années, j'ai prévu que la mise en place d'un gouvernement mondial totalitaire aurait lieu en 2035. Et donc, comme disait Attali il y a une dizaine d'années, la question n'est pas de savoir si on ira vers un nouvel ordre mondial. Pour eux, c'est acté et c'est le but pour lequel ils travaillent. C'est de savoir si on ira vers le nouvel ordre mondial à la place de la guerre ou après la guerre. Et on verra qu'ils ont répondu à cette réponse, à cette question. Alors, le coronavirus, il a permis une grande avancée vers un monde totalitaire. Ça a été une grande expérience, mais pas suffisante. Pour l'oligarchie, notamment parce qu'il y a eu une résistance assez importante, notamment aux États-Unis, un petit peu en France, paradoxalement très peu en Asie. Et le problème des non-vax, c'est que c'est un groupe témoin et on se rend compte qu'ils sont moins malades que les vax et qu'en plus ils sont toujours vivants alors qu'on avait promis une hécatombe des non-vax. Et le but du Covid, je vais pas dire du cococo, c'était de faire comme la Chine en ce moment, c'est-à-dire d'avoir une sorte d'état d'urgence permanent où l'État peut décider du jour au lendemain de confiner l'ensemble d'une ville ou d'une région. Voilà, comme ça n'a pas marché, ça a bien marché, mais pas jusqu'au point de pouvoir imposer un nouvel ordre mondial et un gouvernement unique. Le choix, c'est de faire la guerre. Donc comment amener la guerre et la justifier auprès des populations? Parce qu'il faut bien comprendre que, comme disaient les inconnus, il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. L'oligarchie a un énorme mépris évidemment pour les peuples, mais il n'oublie pas que les peuples représentent 99,99% de la population
et que si jamais le peuple arrivait simplement à s'unir, on pourrait renverser l'oligarchie du jour au lendemain. Donc le peuple, malgré sa bêtise et sa naïveté, représente une force en fait, hein. D'où l'objectif de contrôler cette force et également de la réduire. Donc comment manipuler la population? Eh bien simplement comme avec le coronavirus, hein, on utilise les médias, les politiques, les célébrités pour faire un lavage de cerveau. Donc quand Madame Michu allume sa télé, on lui dit Poutine est très méchant. Quand elle allume sa radio le matin au petit déjeuner, on lui dit Poutine est très méchant. Et quand elle lit son journal préféré, on lui dit que Poutine est très méchant. Donc sa conclusion, c'est ah bah Poutine est très méchant et il mange des enfants. Voilà, c'est un peu ça. Comme on disait aux gens, faut absolument vous faire picouser parce que sinon vous allez mourir ou sinon vous allez faire mourir les autres. Et donc pour moi il y a 4 niveaux de conscience. Donc par rapport justement à cette manipulation, le premier niveau c'est vraiment le niveau de Madame Michu qui a l'impression de s'informer auprès de diverses sources, car elle ne comprend pas que toutes ces sources sont contrôlées par cette même oligarchie et qui donc offre une pluralité d'informations, entre guillemets, de propagande, qui fait que Madame Michu finit par être convaincue par ce que dit ces différents médias. Donc avant, dans le communisme 1.0, il y avait un journal d'État et ils interdisaient tous les autres journaux et donc c'était la propagande, sauf que bon, les gens se sont assez vite rendus compte que la propagande d'État c'était justement de la propagande. Là dans notre monde moderne c'est beaucoup plus intelligent, ils ont progressé, au lieu de vouloir avoir une seule source d'information, en fait ils ont multiplié les sources d'information. Et donc, ils contrôlent quasiment l'ensemble des médias mainstream. Et chaque média, en fait, va balancer sa propagande. Le seul problème qu'ils ont rencontré là-dedans, c'est Internet. Et donc, c'est pour ça que pendant le coronavirus, ils ont commencé à censurer sur Google, YouTube, Facebook, Twitter, etc. Les voix dissidentes qui commençaient à s'élever et à être trop nombreuses. Voilà, donc Madame Michu, elle écoute ses médias préférés, elle en déduit que Poutine il est très méchant, qu'il a attaqué l'Ukraine, et donc il faut absolument armer l'Ukraine, et même donner de l'argent à Zelensky pour faire la guerre aux méchants russes. Le deuxième niveau de conscience, c'est lorsque les gens comprennent que, en fait, celui qui a initié la guerre, c'est l'OTAN, puisque les États-Unis, via l'OTAN, ont étendu leur base militaire en Europe de l'Est, et l'objectif était d'avoir des bases militaires en Ukraine, donc vraiment aux frontières de la Russie. Et Poutine a toujours dit que c'était une limite à ne pas franchir, et ils ont franchi cette limite allègrement. Alors pourquoi tout simplement parce que en provoquant une guerre avec la Russie, ça permet aux États-Unis d'affaiblir à la fois la Russie et l'Europe, qui restent des compétiteurs au niveau économique et financier. Et donc même si les États-Unis prétendent que l'Europe est leur allié, il y a quand même une guerre économique et financière. Et l'objectif des États-Unis, c'est que justement il n'y ait pas d'alliance entre l'Europe, la Russie et la Chine, qui serait une alliance assez naturelle, puisque l'Eurasie forme un continent géographique naturel. Et donc les États-Unis affaiblissent leurs ennemis et leurs alliés
pour conserver leur pouvoir. Donc le troisième niveau de conscience, donc au deuxième niveau de conscience, la plupart des gens ont tendance à être pro-Poutine, pro-Russie, en disant que, voilà, que Poutine en fait c'est le gentil et les États-Unis sont les méchants. Bon. Donc là on évolue, on passe du Poutine est méchant à Poutine il est assez gentil. Troisième niveau de conscience, c'est quand on a une vision globale cette fois-ci, où on comprend que l'oligarchie contrôle à la fois les amis et les ennemis, et que le but final est de contrôler évidemment la population. Donc contrôler la population, c'est aussi la réduire. L'oligarchie sait que le système financier va s'effondrer et qu'il vaut mieux contrôler cette démolition plutôt que de la subir. Donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'en réalité, les différentes factions oligarchiques, donc les États-Unis, mais aussi la Chine, la Russie, l'Europe, sont simplement en train de lutter pour se répartir le pouvoir, en fait. Et donc, quand on comprend ça, on comprend que Poutine, il est ni méchant ni gentil, simplement, il défend les intérêts de son pays. C'est un Russe, un nationaliste russe. Et donc, il souhaite que la Russie garde une partie de son pouvoir. Et en cela, on peut dire qu'il est quelque part anti-nouvel ordre mondial, mais en même temps, je pense que il sait que ça va arriver de toute manière. Et la question, c'est comment le pouvoir sera réparti. En Europe, on a moins de chance, on a vraiment des traîtres qui sont soumis aux États-Unis et donc qui sont simplement en train de sacrifier l'Europe pour leurs intérêts personnels. Voilà. Le quatrième niveau de conscience, là on passe à un niveau supérieur puisqu'on passe à un niveau spirituel. C'est ce que j'explique dans mes webinaires Être heureux. C'est que la Terre est passée dans une nouvelle densité, en fait, une quatrième densité. Et donc, elle se polarise de manière positive et elle force la polarisation des êtres humains pour évoluer. Et donc, pour forcer la polarisation des êtres humains, ça ne se fait pas dans le confort, ni dans le confort, ni dans le bonheur. Ça se fait dans la douleur. Et donc le rôle du mal, justement, est d'aider cette évolution et cette polarisation des êtres humains. Ça a été décrit avec les mots de l'époque dans l'Apocalypse de Saint Jean, qui décrivait donc la fin d'une ère, la fin d'un temps vers une nouvelle ère. Et donc on est en plein dedans. Et le mal gouverne ce monde, mais dans un but spirituel. Voilà. Donc il faut une certaine hauteur pour comprendre ça, parce que les souffrances que ça crée ont un but, qui est un but spirituel, qui est un but d'évolution. Voilà. Donc tout ça, je l'ai détaillé dans le séminaire Investisseur Pro 2022, où j'ai fait des prédictions sur 2022, la période 2022-2042, où j'ai détaillé le fonctionnement de l'univers, la place du mal, son rôle, et comment nous, à titre individuel, on avait besoin de se polariser et d'élever notre conscience pour comprendre ce qui est en train de se passer et le vivre le mieux possible. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin dans ces 4 niveaux de conscience. J'en parle dans mes séminaires, j'en parle dans les webinaires que j'organise tous les mois. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur investisseurpro.com. Aujourd'hui, on va rentrer dans le basique
Pour comprendre l'Ukraine, pourquoi il y a une guerre, quels sont les enjeux, les buts, et qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'abord l'Ukraine en tant que pays n'a pas existé, en tant que pays indépendant, n'a pas existé avant 1991. Donc c'est un pays extrêmement récent, un peu comme Israël, un pays récent et dont il est nécessaire de comprendre l'histoire pour comprendre le présent et le futur. À l'origine, en fait, donc il n'y a pas d'Ukraine. Mais il y a la géographie, la région actuelle de l'Ukraine et le berceau de la Russie, en fait, Kiev, qui est la capitale de l'Ukraine actuelle, mais qui en fait au départ c'était la capitale de la Russe. Voilà. Ensuite, c'est devenu une ancienne république soviétique de l'URSS et c'est donc devenu un pays indépendant en 1991. Donc du 8e au 13e siècle, Kiev est la capitale de la Russe de Kiev. Ce qu'on appelle la Russe de Kiev, donc, qui est un empire, on va dire, des Russes qui venaient d'Europe du Nord. Et donc ils ont été envahis par les Mongols au 13e siècle. Et donc les Russes se sont enfuis et se sont installés plus au nord, et notamment à Moscou. Ensuite, de 1650 à 1812, c'est un territoire qui a été disputé par différents empires, par les Russes évidemment, mais aussi par les Polonais et par l'Autriche, l'Empire autrichien, et par les Ottomans. Et au final, c'est les Russes qui ont acquis finalement la majorité de l'Ukraine actuelle. Donc on voit par exemple qu'ils ont acquis la Crimée, l'est de l'Ukraine, Kiev, une grande partie de l'ouest de l'Ukraine actuelle. En 1917, donc pleine guerre, Première Guerre mondiale, il y a la révolution communiste russe, donc, qui affaiblit la Russie. Et donc la Russie va signer le traité de Brest-Litovsk, qui va amorcer le début d'indépendance de l'Ukraine. Mais en 1918, l'Allemagne perd la guerre et donc la Russie va récupérer les territoires ukrainiens. « 1919 à 1922, il y a une guerre donc, qui va opposer la Russie à la Pologne. Les Russes vont gagner et ils vont créer donc la République soviétique socialiste d'Ukraine, qui va être donc qui est intégrée donc à l'URSS. Fin des années 20, début des années 30, Staline arrive au pouvoir. Donc il faut bien noter que Staline, en fait, il n'est pas vraiment russe, il est géorgien. Et lui, bon, il va faire un massacre. Il va générer une famine en Ukraine en utilisant donc les réserves de blé, notamment d'Ukraine, pour nourrir les Russes. Donc on va avoir une oppression, une dépossession et une famine en Ukraine qui va faire 3 millions de morts, plus ou moins. On va avoir aussi une occupation russe, des populations russes qui vont s'installer dans l'est de l'Ukraine. Et donc c'est ça qui est à l'origine, on va dire, de la haine du peuple ukrainien par rapport aux Russes. Hein. Ce qui se comprend. En 1945, donc après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, l'Ukraine donc a été ravagée par la guerre et il y a une faction du peuple, enfin de l'Ukraine, nationaliste, qui souhaitait l'indépendance de l'Ukraine
par rapport à l'URSS, et donc qui était pro-nazi, dans l'espoir d'obtenir l'aide de l'Allemagne et pour obtenir son indépendance. Et donc cette faction pro-nazi, elle est toujours en action aujourd'hui, et ce qu'on appelle les ukro-nazis, qui ont des croix gammées, etc., et qui sont en quelque sorte le bras armé de Zelensky. Voilà. En 1954, Khrouchtchev, donc, qui est le président de l'URSS, enfin je ne sais pas si on dit président d'ailleurs à l'époque, donc il offre la Crimée, qui est russe, à l'Ukraine. Donc je me souviens plus pourquoi exactement, mais voilà, il offre la Crimée, tout en gardant une base militaire. Et donc en 1991, l'URSS s'effondre et l'Ukraine devient enfin indépendante, mais elle est divisée en deux ethnies, on va dire. L'Ouest, qui est vraiment ukrainien, qui parle ukrainien, et l'Est, qui est majoritairement russe. Et donc en 2014, c'est le début des hostilités, puisque le gouvernement qui était jusqu'à présent pro-russe va être renversé avec l'aide de la CIA et organisé par la CIA. Et ils vont donc mettre en place un gouvernement oligarchique pro-américain. Et évidemment, à l'est de l'Ukraine, qui est russe, à la fois d'origine et de langue, ils comprennent à peu près ce qui est en train de se passer et ils s'opposent à ce renversement. Poutine en profite de la guerre en fait, civile en Ukraine pour annexer la Crimée. Il comprend que le pouvoir est en train d'être renversé en Ukraine, et donc la Crimée étant à la fois russe mais surtout un territoire stratégique pour la Russie, il annexe la Russie, la Crimée. Et il organise donc un référendum en Crimée qui devient russe. Voilà. Et à l'est de l'Ukraine, il y a toute une faction politique séparatiste qui, voyant ce qui se passe en Crimée, ont envie de faire la même chose. Et donc, ils vont proclamer des républiques, les républiques du Donbass et de Lugansk. Et ils demandent un référendum d'autodétermination. Donc le gouvernement ukrainien pro-américain, évidemment, va qualifier les séparatistes de terroristes et vont organiser donc une répression armée. Et donc on a une guerre civile en Ukraine. Et l'Europe et l'Allemagne vont œuvrer pour la paix et donc faire signer les accords de Minsk qui prévoyaient l'autodétermination notamment de l'Est de l'Ukraine. Ces accords de Minsk ne vont jamais être respectés et le gouvernement ukrainien va continuer à faire la guerre et bombarder notamment les régions de l'Est de l'Ukraine, ce qui va faire 14 000 morts à peu près entre 2014 et 2021. En 2019, il y a des élections en Ukraine et Zelensky est élu. Et il est élu sur un programme de paix. Donc respecter les accords de Minsk et faire la paix avec la Russie, arrêter la corruption et restaurer l'économie ukrainienne. Donc ça, c'est ses promesses. Et comme disait Chirac, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. La réalité va être complètement opposée puisque Zelensky va tout faire pour déclencher une guerre avec la Russie. Il va demander l'adhésion à l'OTAN. Il va bombarder et massacrer les séparatistes dans les régions est de l'Ukraine. Il va interdire la langue russe et imposer la langue ukrainienne unique. Donc, jusqu'à présent, les deux langues cohabitaient
Et surtout, il va déclarer vouloir réarmer l'Ukraine nucléairement, puisqu'il faut savoir qu'une grande partie de l'armement nucléaire russe était en Ukraine, mais que suite à l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine a cédé tout son armement nucléaire à la Russie. Voilà. Et donc, la veille quasiment de la guerre, de l'opération spéciale militaire, comme l'appellent les Russes, Zelensky déclarait vouloir réarmer l'Ukraine nucléairement, ce qui était également une ligne rouge à ne pas franchir. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si la Russie installait des bases militaires à Cuba, ou si Cuba disait on veut rejoindre l'organisation militaire russe ou chinoise et redevenir une puissance nucléaire, il est évidemment que les États-Unis prendraient ça comme une provocation et agiraient évidemment et ne laisseraient pas faire. Et c'est là où on voit toute la puissance de la propagande occidentale, c'est que comme dans les films hollywoodiens, finalement, les occidentaux c'est les gentils et les autres c'est les méchants, donc ça justifie que les gentils ils te tuent ils te tuent 50 000 méchants. Par contre, quand un méchant il tue un gentil, c'est le drame, c'est inacceptable. Donc là c'est pareil, quand l'Ukraine veut intégrer l'OTAN et redevenir une puissance nucléaire, d'un point de vue russe c'est évidemment inacceptable. Mais pour l'Occident, c'est tout à fait normal parce que l'Occident, c'est les gentils. Donc, c'est ce que n'arrive pas à faire Madame Michu, c'est à prendre de la hauteur et à redevenir objectif et de dire quel est le point de vue de l'autre finalement. Et le point de vue de russe se justifie totalement. Voilà. Donc Zelensky voulait arrêter la corruption, mais c'est lui le plus corrompu du monde. Il a ramassé, depuis qu'il est élu, une fortune estimée à plus de 800 millions d'euros, offshore évidemment. Restauration de l'activité économique de l'Ukraine, le résultat, c'est que son pays est complètement ruiné et détruit par la guerre. Donc moi je dis, il faut toujours juger les politiques non pas à leurs promesses mais à leurs résultats, et donc les résultats sont complètement à l'opposé des promesses de Zelensky. Donc évidemment les médias et Madame Michu vont dire oui mais c'est la faute à Poutine parce qu'il a envahi l'Ukraine. Bon, peut-être que l'Ukraine si l'Ukraine était restée neutre, comme il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Hein. Voilà. Voilà, donc résultat désastreux pour le peuple, évidemment. Alors, la question qu'on se pose quand on prend un peu de hauteur, c'est pourquoi faire la guerre pour des régions qui sont de toute manière russes, historiquement russes, qui parlent russe, qui se sentent russes. Pourquoi faire la guerre, une guerre qui est en train de détruire tout le pays et qui est en train de faire des milliers de morts? Tout simplement parce que c'est pas l'objectif. L'objectif n'est pas de faire la paix avec la Russie. L'objectif de l'oligarchie, c'est d'entraîner l'Occident dans une guerre avec la Russie. Et comme j'ai expliqué avant, d'affaiblir la Russie et l'Europe. Donc, Zelensky est une marionnette, évidemment. C'est un acteur. Hein, voilà, comme tout acteur, il joue un rôle hollywoodien. Sauf que c'est un rôle dans la réalité et que ça fait des milliers de morts. Et c'est en train de détruire également l'économie européenne. Voilà. Alors pourquoi il fait ça? Parce que il est passé du statut d'un acteur minable de série B à un statut de milliardaire. Donc effectivement, pour un milliard, il y a beaucoup de gens sur Terre qui seraient prêts à faire ce qu'il fait. Bon, ok. Et donc pour 1 milliard, effectivement, il est prêt à sacrifier jusqu'au dernier Ukrainien pour le profit des États-Unis. Donc quand on est objectif et qu'on regarde la situation géopolitique,
le problème de la Russie, c'est qu'ils ont placé leur pays au milieu des bases militaires de l'OTAN. Donc, voilà. Donc évidemment, c'est ironique, mais c'est la même chose avec l'Iran. Hein. On voit que l'Iran a placé son pays au milieu des bases militaires de l'OTAN. Et puis bientôt, ça sera le cas de la Chine, qui a aussi placé son pays au milieu des bases militaires de l'OTAN. Que font les bases américaines dans tous ces pays? Ça, c'est la question qu'on se pose. Voilà. Alors, les dirigeants européens sont aussi corrompus que Zelensky, même si ils cachent leur fortune, on va dire. Les dirigeants européens travaillent contre l'intérêt des peuples européens, puisque l'intérêt du peuple de l'Europe, du peuple français et des autres peuples européens, ce serait d'avoir une zone de libre-échange économique avec la Russie et la Chine, et de former un bloc dominant mondial eurasiatique. C'est ce qu'essaye de faire la Chine d'ailleurs avec son programme de route de la soie. Bon, ils essaient de le faire en étant évidemment la force dominante. Hein. Mais voilà, l'intérêt du peuple européen, c'est d'acheter pas cher du gaz russe et de vendre les voitures allemandes aux Russes et aux Chinois. Hein. Sauf que l'émergence d'une puissance eurasiatique dominante, évidemment, va contre les intérêts des États-Unis, qui souhaitent que les Européens achètent leur gaz aux États-Unis, même si ça coûte 10 fois plus cher. Voilà. Donc au lieu de ça, il y a une rhétorique de guerre par l'Union européenne, par le gouvernement français, qui veulent absolument financer la guerre en Ukraine, ce qui provoque une énorme inflation, une récession économique. Mais quand on lit les journaux, c'est toujours Macron veut la paix, machin, truc bidule. Bon, après, Van Linden, hein, l'Union européenne, elle dit même pas qu'elle veut la paix, elle dit qu'elle veut la guerre et qu'elle veut gagner la guerre, qui n'est pas gagnable. Voilà. Alors, est-ce que Poutine est si méchant que ça? Oui et non. Son pays se fait acculer, je dirais, puisque les frontières de l'Ukraine hein, sont à quelques centaines de kilomètres de Moscou. Donc imaginez si l'OTAN installait une base militaire et nucléaire à la frontière, il pourrait détruire Moscou en très peu de temps. Donc Poutine défend les intérêts de son pays. On peut même dire qu'il défend les intérêts de son peuple. Et je pense que quelque part, quand il a annexé la Crimée, ça s'est plutôt bien passé. Il n'y a pas eu de guerre, il n'y a pas eu tellement de réactions de l'Occident. Et pour moi, je pense qu'il pensait faire pareil avec l'Est de l'Ukraine. Sauf qu'il n'avait pas prévu que l'Occident avait besoin d'une guerre pour masquer et justifier l'effondrement économique et financier. Et donc il se retrouve embourbé dans une guerre sans fin. Voilà. Et donc si Poutine, comme disent les médias occidentaux, avait vraiment voulu envahir l'Ukraine, la première chose qu'il aurait fait, c'est de détruire les infrastructures, notamment les aéroports, les gares, les centrales énergétiques. C'est ce que font les Américains dans tous les pays qui veulent envahir, hein, et c'est ce qu'ils ont fait en Irak. Ils ont commencé à détruire les infrastructures énergétiques. Et Poutine, il ne l'a pas fait. Et pourquoi il ne l'a pas fait? Parce qu'il considère vraiment que Kiev, c'est le berceau de la Russie, et donc il n'a pas souhaité détruire Kiev, ni l'Ukraine. Il a simplement envahi l'est de l'Ukraine. Sauf que maintenant, bon, il n'est pas bête, hein, il a pigé que l'Occident ne voulait absolument pas la paix. Lui, il a proposé donc, de faire la paix avec des conditions qui étaient raisonnables. Comme il comprend que ça y est, la guerre a démarré,
eh bien, il a fait une mobilisation en mettant un peu plus d'hommes, et il commence à détruire effectivement les infrastructures ukrainiennes. Ce qu'il faut comprendre au niveau politique, c'est que derrière lui, il y a des factions modérées, mais il y a aussi des factions beaucoup plus radicales qui veulent la guerre aussi. Hein. Et surtout que cette faction radicale pense qu'il est trop soft, et que Poutine est trop modéré, et que en Ukraine, au lieu d'y aller en trempant le bout du pied, il devrait carrément annexer l'Ukraine et faire une guerre totale et envahir l'Ukraine, et voilà. Donc quand les Occidentaux disent il faut débarquer Poutine, la réalité c'est que si Poutine démite ses fonctions, il est probable qu'on ait derrière une faction russe beaucoup plus guerrière et beaucoup plus radicale que Poutine. Alors qui perd gagne dans cette guerre? C'est facile, c'est toujours les mêmes. Les perdants, c'est les peuples. Que ce soit le peuple ukrainien qui voit son économie dévastée, le peuple russe qui voit son image écornée parce que Madame Michu souvent confond l'oligarchie russe avec le peuple russe. Et les peuples européens qui se tapent donc une récession économique, une inflation des prix de l'énergie, puisqu'ils ne peuvent plus importer du pétrole et du gaz russe. Donc les perdants, c'est les peuples. Hein. Donc les peuples, et c'est pour ça que les peuples auraient tout intérêt à dire qu'il faut faire la paix avec la Russie. Il ne faut pas faire la guerre. Les gagnants, c'est qui? C'est les dirigeants, les différents dirigeants corrompus des différents pays, qui eux s'en foutent que le peuple paye son pétrole 3 fois plus cher, puisque eux s'en mettent plein les fouilles. Zelensky s'enrichit énormément pendant que son peuple perd tout. Et en Europe, c'est la même chose. Les Européens s'appauvrissent pendant que leurs dirigeants s'enrichissent. Alors quand aura lieu la Troisième Guerre mondiale militaire, pour moi elle a déjà commencé en Syrie, elle continue en Ukraine, et si l'Ukraine devait s'arrêter, il trouverait de toute manière un autre pays pour continuer la guerre. Le problème c'est que l'Ukraine c'est quand même proche de l'Europe occidentale, et que il n'est pas interdit de penser que si le conflit devait prendre de l'ampleur, et que si la Russie était mise acculée contre un mur, la Russie a la capacité militaire et nucléaire pour détruire l'Europe en 24 heures. Hein. Donc c'est pour ça que en ce moment, au moment où je fais cette vidéo, 31 octobre 2022, il y a beaucoup de rumeurs d'attaques sous faux drapeau, notamment la Russie en a parlé. Et la Russie accuse l'Ukraine de vouloir déclencher sur son propre sol donc une bombe sale, donc il y a un mélange de bombes classiques avec des matériels nucléaires. Donc c'est pas la grosse bombe nucléaire avec le champignon, mais une bombe qui fait des dégâts localement, on va dire, avec pour but d'accuser donc la Russie et d'entraîner l'Occident dans une guerre totale, ouverte avec la Russie. Le deuxième point chaud, c'est Taïwan, puisque les États-Unis multiplient les provocations vis-à-vis de la Chine en allant faire des visites à Taïwan, alors que l'Occident avait promis de respecter le concept de One China, hein, la Chine unie, y compris donc Taïwan. Et donc on pourrait imaginer à l'avenir un conflit à Taïwan, la Chine qui pourrait envahir Taïwan militairement et déclencher donc une guerre avec l'Occident.
Moi, je pense pas qu'on aura, j'espère pas, et je pense pas qu'on aura un conflit nucléaire généralisé, parce que la Russie a la capacité de détruire non seulement l'Europe, mais je pense aussi les États-Unis. Ce qui conduirait aussi les États-Unis ont la capacité de détruire aussi la Russie, je pense. Donc tout le monde serait détruit, donc je pense pas qu'on en arrivera là. Je pense qu'ils vont continuer leur guerre par procuration en Ukraine, où chacun peut sauver la face en disant voilà, les États-Unis et l'Europe disent non, non, nous on fait pas la guerre, mais on aide juste le peuple ukrainien qui souffre. Pour moi, la Troisième Guerre mondiale, c'est pas au niveau militaire qu'elle se joue, c'est au niveau géopolitique, social, etc. C'est-à-dire c'est la guerre de l'oligarchie contre les peuples. Donc c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo paru en 2020, censurée par YouTube, où j'expliquais que la vraie guerre mondiale, c'était l'oligarchie contre les peuples. L'objectif de tout ça, de toutes ces guerres, qu'elles soient militaires ou autres, c'est d'aboutir à un nouvel ordre mondial, c'est-à-dire un totalitarisme. Je l'appelle technologique parce que la technologie moderne va permettre un contrôle total, effectivement, de la population, tout le temps, en tout lieu. Donc c'est l'Internet des objets, la 5G, les compteurs Linky, les voitures électriques, les picouzes, les puces, voilà, ce qu'on va injecter sous la peau, etc. L'objectif, c'est toujours le même, c'est de permettre à l'oligarchie de contrôler notre vie, à tout le monde, à tout temps, en tout lieu. Pour pouvoir contrôler tout le monde, il faut qu'il y ait moins de monde. Il est possible qu'il y ait moins de monde avec l'avènement justement de l'automatisation et des robots. Donc ça va être la grande tendance de la décennie à venir, c'est-à-dire que de plus en plus de choses vont être automatisées, contrôlables à distance, comme par exemple les voitures, hein, les voitures électriques contrôlables à distance. Vous pouvez pas contrôler une voiture qui tourne à l'essence. Par contre, une voiture électrique qui a besoin de se recharger électriquement, vous pouvez la contrôler. Donc, même si aujourd'hui les voitures à essence sont de plus en plus électroniques, hein, donc il y a une forme de contrôle possible, mais la propulsion, en tout cas, est autonome. Avec un plein d'essence, vous pouvez vous déplacer. Va y avoir de plus en plus de robots, donc ça c'est l'option qui a été choisie par le Japon, hein, robotisation de la société, et qui va arriver de plus en plus dans le monde en fait. Hein. On l'a vu avec le Covid, avec les chiens robots qui contrôlaient les parcs, les drones, voilà. Donc on est rentré dans une période où la guerre, comme dirait dans 1984, la guerre c'est la peste, c'est-à-dire c'est une guerre continue. Et donc une forme de pression continue finalement par l'oligarchie pour toujours maintenir le peuple sous pression par la peur, par les menaces. Et l'objectif des guerres militaires, en fait, ça va être comme les guerres économiques et financières, c'est de faire effondrer les nations, faire effondrer les économies pour aboutir à un nouvel ordre mondial et un gouvernement mondial. Donc en mars 2020, ma conclusion c'était que à la fin du confinement, on aurait une période de rebond et même d'euphorie, un peu comme quelqu'un qu'on libère de prison. Donc cette période de rebond et d'euphorie a eu lieu. Et j'avais prévu qu'ensuite on aurait une dégradation continue jusqu'à l'effondrement final et la mise en place d'un État totalitaire. Et donc je pense qu'on est en train de rentrer dans cette phase
avec l'inflation, l'hyperinflation, la guerre, les restrictions énergétiques. Voilà, et donc quand on étudie le communisme, on voit bien qu'une fois que les communistes ont pris le pouvoir, ils commencent à vouloir tout contrôler. Comme ils veulent tout contrôler, on sait que quand l'État contrôle les choses, ça ne marche plus. Hein. Donc on aboutit à une dégradation, à une flambée des prix, où l'État accuse les spéculateurs ou les méchants patrons de vouloir augmenter les prix. Donc ils contrôlent, ils mettent un plafond sur les prix, ce qui détruit l'offre, ce qui aboutit à des pénuries. Donc on est exactement dans cette période. Ça finit par la ruine économique et financière de la majorité, pendant qu'une toute petite minorité continue à très bien vivre et à exploiter le reste. Pour la période qui vient, 2023-2035, le Covid n'a pas suffi à mettre en place donc, un nouvel ordre mondial. Donc ils ont la nécessité de continuer à contrôler le peuple par la peur, et donc rien de plus efficace à part un virus que la menace d'une guerre nucléaire mondiale qui pourrait détruire les peuples. Donc cette menace, elle va perdurer. Elle va perdurer, peut-être même s'amplifier. Si nécessaire. En parallèle de cette menace, on a un effondrement économique et financier en cours qui est provoqué par la hausse rapide des taux d'intérêt. Donc là aussi, l'oligarchie a fait endetter les différentes nations, les différents États dans le monde entier. Les politiques ont profité de cette baisse des taux à zéro, voire négatif, pour continuer à endetter les États de manière exponentielle. Et là, ils ont sifflé la fin de partie en augmentant les taux d'intérêt. Tout d'un coup, on va assister à des effondrements économiques des États. C'est ce que j'avais prévu dans une vidéo que j'ai publiée sur YouTube en 2018. Sur notamment la faillite des entrepreneurs. Voilà. Et donc on est... l'oligarchie, c'est facile de reconnaître en fait leur signature parce qu'ils utilisent toujours la même technique qui est de créer un problème qui va générer une réaction, et donc ensuite ils vont arriver à une solution. Donc pour le couillonavirus, ils ont créé un virus, ils ont amplifié les effets nocifs de ce virus, on va dire, amplifié médiatiquement en tout cas, pour aboutir à une psychose généralisée de la population. Psychose dans lequel il semblerait qu'il y ait du graphène qui semblerait sensible aux ondes électromagnétiques et notamment à la 5G. Ce qui pourrait aboutir à des armes à distance et des gens qui s'effondrent ou qui ont des crises cardiaques, voilà. Ou des arythmies cardiaques, voilà, comme en Corée du Sud. Donc il crée un problème. Donc le problème aujourd'hui, on est en phase finale, c'est un effondrement économique, financier, une ruine des pays, des États et in fine de la population, des guerres et un chaos qui va devenir généralisé. La réaction, ça va être que les gens évidemment vont être dans le désespoir,
Ils vont demander un retour à l'ordre, ils vont demander une aide des gouvernements et un changement de structure. Et donc la solution, ça va être de mettre en place des États totalitaires, de mettre en place une forme de communisme. C'est le principe du revenu universel, c'est-à-dire que, comme dans le communisme, c'est l'État qui te donne un salaire, sans que tu aies besoin de rien faire. Ce salaire qui appauvrit en fait l'ensemble de la population. Voilà, donc c'est simple à comprendre. Alors, que faire en tant qu'individu face à cette situation, face à... Ce qui compte, c'est... on peut dire Poutine il est méchant, c'est la faute à Poutine, ou Macron il est méchant, c'est la faute à Macron, etc. Mais in fine, de dire tout ça, ça ne change rien dans la réalité. Ce qui change dans la réalité de chacun, c'est les décisions qu'on prend au niveau individuel par rapport à la réalité de ce monde. Donc, par rapport aux 4 niveaux de conscience, je dirais, ceux qui restent au premier niveau de conscience, qu'ils y restent. En général, ils évitent d'aller dans le deuxième niveau parce qu'ils ont peur et ça voudrait dire qu'ils doivent tout remettre en cause, toute leur vie. Mais pour ceux qui s'éveillent, la question, une fois qu'on a compris comment fonctionnait le système et où allait le système, c'est qu'est-ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on fait pour notre vie, à nous, et puis éventuellement pour les gens qu'on aime. Voilà, moi c'est pour ça que j'ai créé il y a 10 ans des formations investisseurs pro. C'est pour ça que tous les ans je fais un séminaire où je livre mes prédictions sur les 20 années qui vont suivre et je donne des conseils. Et c'est pour ça que tous les mois j'organise des webinaires investisseurs pro sur la finance, entreprendre sur l'entrepreneuriat et être heureux sur la vie de tous les jours, la santé, la spiritualité, etc. Donc je vous invite à visiter mon site investisseurpro.com. Vous pouvez télécharger un certain nombre de rapports confidentiels gratuits qui vous aideront à mieux comprendre le système dans lequel on vit et où va ce système et que faire par rapport à ce qui se passe. Pour finir, je vais faire des citations de 1984 parce que ce qu'il faut savoir, c'est que George Orwell, on dit qu'il est visionnaire, mais en fait, c'est pas qu'il était visionnaire, c'est qu'il était initié. Et donc, il connaissait déjà le programme de l'oligarchie à l'époque, et simplement, il l'a décrit dans un roman. Et voilà ce qu'il dit. Je vous invite vraiment à relire ce roman, parce que c'est un roman d'anticipation, en fait. Et donc il dit, il y a partout la même structure pyramidale, le même culte d'un chef semi-divin, le même système économique existant, par et pour une guerre continuelle. La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Le mot guerre lui-même est devenu erroné, il serait plus exact de dire qu'en devenant continue, la guerre a cessé d'exister. Une paix qui serait vraiment permanente serait exactement comme une guerre permanente. C'est la signification profonde du slogan du parti, la guerre, c'est la paix. Donc c'est exactement ce qu'on est en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire une guerre continuelle. Il y a toujours une guerre. C'est contre la Russie, contre le changement climatique, contre le terrorisme, contre le complotisme. Donc il y a une guerre continue et c'est ce qu'ils vont, à un moment donné, ils vont transformer ça en paix continue. Mais la paix continue dans un système totalitaire, c'est une guerre continue contre les dissidents, contre les complotistes, contre ceux qui n'acceptent pas le système totalitaire. La liberté, c'est l'esclavage, c'est ce qu'on a vécu pendant les périodes couillonavirus, c'est-à-dire que on nous expliquait que la liberté de chaque individu s'arrêtait à son risque de transmettre le méchant virus à son voisin, et donc il fallait qu'il se confine, qu'il se masque et qu'il se picouse pour défendre la liberté de ses voisins.
Donc la liberté, en fait, c'était la prison. Et l'ignorance et la force, c'est ce que expliquent aussi les fact-checkers. C'est-à-dire que toute voix dissidente n'a pas le droit de s'exprimer pour le bien pour le bien de la population qui risquerait d'être contaminée par des théories complotistes. L'acte essentiel de la guerre est la destruction, pas nécessairement de vie humaine, mais des produits du travail humain. La guerre est le moyen de briser les matériaux qui autrement pourraient être employés à donner trop de confort aux masses et partant trop d'intelligence en fin de compte. Donc ça, c'est exactement ce qui s'est produit, c'est-à-dire qu'ils ont implémenté Internet, hein, c'est l'oligarchie américaine d'ailleurs qui a mis ça en place, justement dans le but à terme d'arriver à un contrôle totalitaire, l'Internet des objets où tout est connecté et tout est contrôlé. Mais dans cette mise en place de l'Internet, au début, pour séduire les gens, ils ont mis en place des outils de liberté d'expression. Et donc, ça, c'était le premier problème. Et donc, comme les gens commençaient à avoir trop de liberté d'instruction, de compréhension du système, ça pose problème puisque ça permet à une partie de la population de s'éveiller et de comprendre l'arnaque. Les groupes directeurs des trois puissances sont en même temps ne sont pas au courant de ce qu'ils font. Leur vie est consacrée à la conquête du monde, mais ils savent aussi qu'il est nécessaire que la guerre continue indéfiniment et sans victoire. Donc c'est marrant parce que les trois puissances aujourd'hui, c'est l'Amérique, l'Europe et l'Asie. Et effectivement, c'est ce que j'expliquais au troisième niveau de conscience, niveau conscience oligarchique, qu'il y a une guerre. Il y a une oligarchie qui contrôle l'ensemble, mais comme dans une mafia, il y a des guerres au sein de la mafia pour prendre le pouvoir de certains territoires. Car l'homme est notre véritable ennemi, qu'on le supprime et voici extirper la racine du mal, plus à trimer sans relâche, plus demeure la faim. L'homme est la seule créature qui consomme son produit, il ne donne pas de lait, pas d'œufs, il est trop débile pour pousser la charrue, trop lent pour attraper un lapin, pourtant le voici suzerain de tous les animaux, il distribue des tâches entre eux, mais il ne leur donne en retour que la maigre pitance qui les maintient en vie, puis il garde pour lui le surplus. Donc là, on reconnaît la haine et le mépris de l'oligarchie pour le peuple. Le monde a été divisé en trois classes, supérieure, moyenne, inférieure. Les buts de ces trois groupes sont absolument inconciliables. Le but du groupe supérieur est de rester en place. Celui du groupe moyen de changer de place avec le groupe supérieur. Le but du groupe inférieur, quand il a un but, est d'abolir toute distinction et de créer une société dans laquelle tous les hommes seraient égaux. Donc ça, c'est exactement ce qu'a décrit Attali, d'ailleurs, dans une vidéo, si vous avez à la retrouver, où il décrit bien le futur de l'humanité avec ces trois classes. La classe oligarchique, comme dans le communisme, qui buvait du champagne et du caviar, pendant que la majorité du peuple était pauvre, mais pauvre dans une égalité de pauvres, en fait, c'est ce que crée le communisme, hein, c'est une égalité entre les pauvres. Et au milieu, une classe, notamment les médiatiques, les médias, c'est très bien décrit dans Hunger Games, où on voit bien que les médias sont complètement soumis au pouvoir, ils racontent tout ce que leur pouvoir dit raconter, hein, on l'a vu pendant les périodes du coronavirus. Ça décrit bien le futur. Les masses ne se révoltent jamais de leur propre mouvement, elles ne se révoltent jamais par le fait qu'elles soient opprimées. Aussi longtemps qu'elles n'ont pas d'éléments de comparaison, elles ne se rendent jamais compte qu'elles sont opprimées. En résumé, une société hiérarchisée n'est possible que sur la base de la pauvreté et de l'ignorance. Donc moi, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos, mes formations et mes séminaires, c'est d'augmenter le niveau de compréhension et de conscience des gens qui me regardent. Parce que c'est le seul moyen finalement de contrer quelque part ce projet oligarchique. Alors, en conclusion, plusieurs niveaux de conscience, donc j'ai défini 4 niveaux de conscience, en réalité il y en a un peu plus, mais déjà 4 c'est bien. Le bonheur à court terme est de rester au premier niveau,
de conscience, celui d'imbécile heureux, celui d'abruti, ce que j'appelle abruti dans le sens d'une personne qui subit l'abrutissement médiatique. Pourquoi imbécile heureux? Parce que finalement, quand tu restes dans les clous du système et que tu y crois, tu le vis pas trop mal. Quand on expliquait aux gens, oui, faut porter un masque pour protéger toi et les autres, alors que sur la boîte de masque c'est marqué ça protège pas. Quand on leur disait oui, il faut te confiner parce que sinon ça risque de répandre l'épidémie. Quand on te dit il faut signer un papier, bon, tu te dis ouais, c'est un peu embêtant, mais bon, c'est pour le bien de la communauté. Donc les imbéciles heureux, ils sont heureux parce que justement ils acceptent les ordres, même s'ils sont débiles de la hiérarchie. Tant que c'est comme les chiens un peu, tant que tu les nourris, finalement, tu leur mets une muselière et ils sont quand même contents. Donc c'est une forme de bonheur. Le problème, c'est que ça conduit, c'est un peu comme les moutons, hein, ou la dinde que tu nourris et qui finit sur le repas de Noël. Ça conduit à l'abattoir, à la picouse, à l'appauvrissement et à l'asservissement. Les deuxième et troisième niveaux de conscience sont douloureux parce que tout d'un coup, les gens commencent à comprendre qu'ils se font arnaquer. Donc il y a eu pas mal de gens qui se sont réveillés pendant le coronavirus, qui ont commencé à se renseigner. Ils avaient du temps, donc ils se sont renseignés, ils ont regardé mes vidéos et d'autres vidéos, hein, et ils ont commencé à comprendre qu'ils se faisaient arnaquer. Et c'est une période un peu douloureuse parce que plus tu creuses et plus tu aboutis à une forme de conscience et d'éveil qui te fait comprendre qu'en fait tu t'es fait arnaquer toute ta vie et que tu continues à te faire arnaquer et tu vas continuer à te faire arnaquer. Et que ça te conduit à une forme d'asservissement et peut-être aussi de sacrifice. Donc, notamment, par exemple, tous les gens qui comprenaient que la picouse était nocive, mais qui sont fait picouser pour garder leur travail, par exemple, c'est assez douloureux et qui subissent des effets, entre guillemets, secondaires, je dirais plutôt primaires, dramatiques. Ceux-là souffrent beaucoup parce qu'ils subissent non seulement ils subissent le système, ils en sont conscients, mais il y a une forme d'impuissance par rapport à la force du mal. Et donc, c'est douloureux. Le quatrième niveau, c'est quand on est conscient de tout ce qui se passe, mais qu'on comprend la matrice, le fonctionnement de la vie et de la mort, de ce qui se passe après la mort, du créateur, de son souhait d'évolution de chaque individu. Et à ce moment-là, on commence à comprendre effectivement que le mal a sa place dans la création et que c'est un catalyseur et qu'au final, on accepte la réalité du monde, mais on est capable à ce moment-là de prendre des décisions pour non pas subir la matrice, mais au contraire créer sa propre réalité et dans cette réalité trouver une forme de bonheur. Donc une forme de bonheur qui est conscient par rapport à la marche du monde et au mal qui dirige le monde, mais dans ce macrocosme, être capable de créer son propre microcosme et d'y trouver du bonheur, du plaisir et de la croissance. Voilà. Donc pour tous ceux qui s'intéressent, qui veulent passer toutes ces étapes, et je vous invite à vous inscrire sur mon site investisseurpro.com ou à vous abonner à mon groupe Telegram, ma page Telegram Amour et Sagesse, ou ma chaîne YouTube. Voilà, pour recevoir mes informations. La clé vraiment, c'est
on ne contrôle pas ce qui se passe autour de nous, on ne peut contrôler que ce qui se passe en nous. Et on peut tout à fait créer une vie tout à fait agréable, même dans un enfer. Voilà. Et il faut savoir qu'on bénéficie de l'aide. Moi, je m'en rends compte notamment quand je fais mes prédictions financières sur les 20 prochaines années et que je vois que j'ai un taux de réussite très élevé, je me dis il y a quelqu'un qui m'aide, parce que prévoir le futur comme ça, c'est quand même incroyable. Et pourtant, je ne l'ai pas fait qu'une fois, puisque j'en suis déjà aujourd'hui à 3 séminaires de prédiction. Donc on a des aides quand on choisit l'élévation de conscience et le côté positif, on va dire, de l'humain. On a des aides. Et donc et des protections. Voilà. Donc ça ne veut pas dire qu'on évite tous les ennuis, mais on reçoit des aides et on a la capacité justement de résoudre ces problèmes. Voilà. C'est pas facile de le faire, mais on a la capacité et on reçoit les outils pour le faire. Voilà, donc merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine.